Soyez les bienvenus à Château du Loir. Ce matin, sous le soleil, on vous emmène à la découverte du musée de la cafetière. Vous allez voir, ça vaut le détour. C'est parti. Alors voilà, nous arrivons dans la cour du musée pour retrouver Véronique et Alain. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on se retrouve dans un lieu vraiment magnifique, vous voyez autour de nous. C'est un lieu assez ancien. Vous me disiez juste avant, le siècle c'était début 17e je crois. C'est début XVIIe siècle, oui, d'après nos informations et d'après la forme de la charpente, oui, du bâtiment. Donc, ce musée, c'est un peu votre bébé. Vous l'avez ouvert quand déjà ? Il a été ouvert l'année dernière, l'été dernier, donc c'est juste notre deuxième saison et le musée est ouvert juste en période estivale. D'accord. Alors, sans trop en dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à l'intérieur, Alain ? Vous allez découvrir des objets qui sont émaillés, donc des cafetières émaillées, aussi des ustensiles émaillés aussi, et puis aussi l'intérieur du bâtiment, donc les grandes charpentes, les cheminées en tuffeau, et puis voilà l'intérieur, des colombages aussi, et des mises en scène d'objets émaillés. Voilà. Donc deux musées, deux visites en une. Oui, c'est aussi notre souhait de bien accueillir les visiteurs, que leur visite soit agréable et qu'ils aient la bonne surprise aussi de voir un joli bâtiment. Oui, c'est une mise en valeur aussi du patrimoine architectural. Oui. Ok, bon allez c'est parti, on y va ? C'est par là ? Alors nous arrivons dans la première salle, la première pièce du musée. Oui, dans cette pièce, nous avons reconstitué une cuisine, parce qu'évidemment, la cafetière, objet emblématique de la cuisine, donc c'était pour nous une évidence de reconstituer une cuisine avec un grand nombre d'objets émaillés utiles et utilisés dans la cuisine. Donc, par exemple, dans cette présentation, voici 4 batteries de cuisine proposées par les grands magasins parisiens dans les années 1900, à partir de 1910 jusqu'à 1930-1935, parce que nous avons aussi lors de nos recherches en brocante, retrouver les catalogues de ces grands magasins parisiens qui proposaient ces articles-là en particulier, donc le BHV, la Samaritaine, le Bon Marché ou les Galeries Lafayette. Et donc nous présentons la page du catalogue correspondante avec les batteries de cuisine. Vous avez trouvé toutes les batteries ensemble ou alors ça a été des pièces d'un endroit, une pièce dans un autre Oui, chaque article a été trouvé séparément et il se peut que nous trouvions encore un article pour compléter une batterie de cuisine, parce que les batteries de cuisine ne sont pas toutes complètes. Certaines sont plus fournies que d'autres, mais il peut toujours manquer des pièces, oui, et donc ce sont des ensembles reconstitués au fil des années, oui. J'ai lu que la tôle émaillée, c'était un peu la porcelaine du peuple. C'est bien ça ? Exactement, la porcelaine du peuple ou porcelaine du pauvre, oui. On peut avoir peur de le dire. Non, tout à fait, mais bien entendu, ce sont des objets tout à fait ordinaires, à moindre coût, et qui, de par leur décor, permettaient tout de même d'avoir de jolis ensembles dans la cuisine, mais à coût moins élevé que la porcelaine. Oui. On passe sur l'autre salle et on peut admirer au passage les colombages du bâtiment, des pancartes aussi. Vous les appelez comment Ce sont des plaques émaillées. Des plaques. Soit de publicité de café ou chicorée, ou bien, et là ça se rapporte tout à fait au musée, puisque ce sont des plaques émaillées d'émaillerie que nous avons d'ailleurs dans le musée, par exemple celle-ci, émaillerie parisienne. Donc nous présentons au premier étage un certain nombre d'articles de cette émaillerie. D'accord.
Donc ici, vous avez recréé une devanture, vous me disiez, qui existait à l'époque déjà à Château-du-Loir. Hein. Oui. Alors après la cuisine, nous avons reconstitué une quincaillerie, donc avec à l'enseigne du Grand Bazar. Donc le Grand Bazar était une boutique qui existait jusque dans les années 1970 à Château-du-Loir, en face le Grand Hôtel, l'actuel Grand Hôtel, sur la place de la mairie. Donc comme ce magasin, comme la plupart de ces magasins-là, a disparu, il n'a pas complètement disparu de Château-du-Loir, puisqu'il est ici maintenant, au musée Cafetière et Compagnie. Donc voilà, nous avons à nouveau le Grand Bazar à Château-du-Loir. Votre musée, c'est une histoire déjà, et c'est une histoire de temps également. Vous me disiez que vous avez chiné pendant environ 36 ans pour pouvoir réunir cette collection. Oui, j'ai commencé en 1980 à trouver ma première pièce, sans savoir d'ailleurs qu'il s'agissait du début d'une collection à ce moment-là. Et puis, je me suis prise au jeu de continuer les achats de cafetières et autres objets en tôle émaillée. Et nous avons toujours poursuivi avec mon mari les recherches d'objets et recherches de documentation. Vous avez attrapé le virus un peu tous les deux. Et nous n'en sommes pas guéris. Et nous ne cherchons pas d'ailleurs à l'être. C'est une bonne maladie, je pense. On continue à l'étage. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-haut ? Alors, au premier étage, nous présentons les articles par émaillerie. Donc, dans une pièce, les émailleries françaises, et dans l'autre pièce, les émailleries belges, autrichiennes, allemandes et tchèques. Je vous suis, on vous suit. Alors, l'atelier émaillé était évidemment utilisé en cuisine avec, on l'a vu, les cafetières et toutes les batteries qu'on a pu contempler en bas, mais c'est également utilisé dans les salles de bain, comme on a pu le voir à l'image. Oui, les objets en tôle émaillée étaient aussi à usage de toilette. Donc la fontaine ou le lave-main, l'ensemble de toilettes, le pichet, le broc, le seau, la cruche à eau. Donc ce sont aussi des objets de toilette longuement utilisés. Qui se déclinaient. On en parle également depuis tout à l'heure, c'est ce processus de l'émaillage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ? J'en profite pour montrer également votre belle affiche. Alors l'émaillage, au départ, la tôle émaillée, donc c'est de la tôle, de la tôle de fer, très très fine, qu'on assemble bien entendu pour obtenir les pièces et les formes désirées. Ces pièces-là sont plongées dans un premier bain d'émail, ce qui permet l'étanchéité de la pièce également, donc à partir à l'intérieur, et qui donne la première couche d'émail à l'extérieur. Et ensuite, c'est replongé, c'est cuit une première fois, replongé dans un autre bain d'émail pour donner la couleur extérieure, cuit à nouveau. Et ensuite, les décors sont apposés selon différentes méthodes. Les premières méthodes, alors, ce sont les décors apposés à la main, à la plume d'oie, ce qui permet d'obtenir un certain relief. D'autres méthodes de décor avec la lithochromie, la décalcomanie dès 1900, on voit apparaître la décalcomanie. Et ensuite viennent les pochoirs avec l'aérographe. Et les recuits à 800 degrés, entre 800 et 1200 degrés. Donc c'est tout un ensemble de techniques, oui, effectivement, que nous expliquons au musée. Oui. C'est un sacré savoir-faire, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on produit de telles choses, ou c'est une fabrication qui a cessé ? Alors, la fabrication a complètement cessé en Europe. Je pense qu'elle existe encore sur d'autres continents, notamment en Afrique ou sur le continent asiatique. Mais en Europe, la production a complètement cessé, à quelques rares exceptions près. Par exemple, il y a encore une fabrique en Normandie qui sort quelques louches, écumoires et couvercles de casseroles. D'accord. Donc on peut imaginer que ce sont des objets, des produits qui ont beaucoup de valeur aujourd'hui.
Mais pas tant que ça. En fait, la tôle émaillée, certes, ce sont des objets qui sont collectionnés, et surtout les cafetières, toujours ces cafetières. Mais non, les objets pris un par un, enfin, séparément, ne sont pas si onéreux, sauf quelques très belles cafetières dont les décors sont exceptionnels. Mais sinon, les objets indépendamment n'ont pas grande valeur. Alors le charme plutôt que la valeur et l'intérêt de la collection, c'est d'avoir pu reconstituer des ensembles, et c'est aussi l'intérêt pour les visiteurs de constater que il n'y avait pas que la cafetière dans la cuisine, mais tous les ustensiles de cuisine et de toilette pouvaient être en tôle émaillée. C'est plutôt ça l'intérêt, plutôt que la valeur elle-même des objets. Très bien. On va pouvoir rentrer ensuite dans la deuxième salle, juste après donc ce comptoir que vous avez installé ici, qui nous montre des tôles émaillées d'autres pays. Oui, cette fabrication présentée là provient d'Autriche et ensuite Tchécoslovaquie, puisque c'est la même société, la société Duco, qui était d'abord installée en Autriche et est devenue tchèque en 1919, lors du démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Donc des fabrications très, très particulières, extrêmement colorées, avec des formes qui sont spécifiques à cette émaillerie. Ce sont des pièces que vous avez chinées en France, ou justement vous êtes allé dans d'autres pays pour trouver toutes ces pièces étrangères? Alors c'est globalement en France, un petit peu à l'étranger par le biais d'Internet, parce que tous les collectionneurs aujourd'hui chinent également sur Internet, et quelles que soient les contraintes et les désagréments que peut apporter Internet, il y a tout de même aussi des avantages de pouvoir chiner plus loin que nos frontières, à distance, tout en restant chez soi. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est la Belgique? Exactement. Nous avons dans cette pièce-là consacré un espace assez important à la Belgique, puisque la Belgique était un pays grand pourvoyeur de tôle émaillée, puisque la tôle, finalement, le minerai, était présent notamment en Belgique francophone, en Wallonie. Et j'ai pu retrouver donc ces marques de fabrique dans les recherches que j'ai entreprises. Oui. Ça a dû être long et peut-être même un peu difficile de faire toutes ces recherches, parce que vous me disiez que personne d'autre n'en avait fait avant, en fait. En effet, je cherchais, lorsque la première période d'accumulation des objets était un peu passée, je me suis intéressée aux marques de fabrique, et ce qui m'a permis de donner un nouvel élan et un nouvel intérêt à la collection. Et effectivement, ce sont des recherches qui ont été fastidieuses. C'était une toute petite information que je recueillais, qui me permettait de m'adresser à la ville correspondante. Par exemple, pour la Belgique, quand j'ai pu retrouver la signification des initiales PEN, produits émaillés de Namur, mais je me suis adressée à la mairie de Namur, qui m'a renvoyée vers le musée de la Vie Wallonne à Liège, ce musée m'ayant fourni des informations sur cette émaillerie. Voilà. Et j'ai procédé de même pour une vingtaine d'émailleries françaises et européennes, et ce qui m'a permis de pouvoir identifier entre 40 et 50 marques de fabrique. C'est une sacrée enquête, hein. C'est, on va dire, chercheur en tôle émaillée. Oui. C'est votre métier aujourd'hui. Alors, on va pouvoir redescendre. Et pour clôturer ce reportage, on se retrouve dans la boutique et l'accueil aussi du musée, Alain. Oui, pour clôturer, surtout pour les visiteurs. Donc, après leur visite du musée, donc, on a mis en place donc des objets qui sont faits pour vendre à la boutique. Donc, on a fait des cartes postales, donc avec la quincaillerie, la cuisine et des cafetières émaillées. Des carrés patchwork aussi, c'est votre maman qui s'en occupe, hein? Oui, c'est ma maman qui s'occupe de la confection des patchwork. Et nous avons aussi fait des modèles de cafetières
pour vendre à la boutique. Voilà. Pour ramener un petit bout du musée chez soi. Très bien. Alors vous m'en parliez avant que l'on se quitte. Samedi soir, vous organisez une nocturne du musée. C'est ça, Véronique ? Oui, c'était une des nouveautés de cette année. Donc, nous organisons une nocturne, un soir au musée, intitulé Un soir au musée. Donc, c'est une animation particulière qui nous permet de mettre en lumière le bâtiment à l'extérieur, puisque c'est tout de même une mise en valeur assez intéressante, et avec des animations un peu insolites. Donc, une visite toute particulière, un peu mystérieuse, pleine de charme. Et donc, cet événement a lieu samedi prochain, de 20h à 23h. Très bien. Bon, c'est bien noté. Merci pour votre accueil, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous, on reprend la route. On va pas très loin. On va à Vouvray-sur-le-Loir. On va découvrir une animation autour du four à pain de la commune. C'est parti.